Yann Gourvenec, bonjour. Bonjour Jean-Marc. La première question que je souhaite te poser, c'est après tant d'années de pratique de l'innovation, quelle fonction lui attribues-tu? Alors l'innovation, c'est à la fois ce qui est plus, c'est quelque chose qui est très important et en même temps qu'il faut prendre avec beaucoup de recul. Alors moi, je suis un grand fanatique de Scott Buchan, qui est l'auteur de The Myths of Innovation, les mythes de l'innovation. J'adore ce bouquin et j'adore aussi l'article qu'il a écrit une fois. Et c'était un moment de révélation. D'ailleurs, j'enseignais l'innovation technologique au MIB, donc au Master international de Dauphine. Et c'était un moment de révélation quand j'ai trouvé cet article. Il disait les vrais innovateurs n'utilisent jamais le mot d'innovation. Ils parlent de produits, ils parlent de nouveaux projets, ils vont parler de date de livraison, voilà, ils vont parler de choses concrètes. Et ça, je pense, c'est très 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 vrai. L'innovation, donc, c'est quelque chose d'indispensable, comme disait mon vieux professeur d'économie qui n'avance pas recule. Donc, l'innovation est quelque chose d'essentiel, pas seulement dans la technologie. On a un peu trop tendance hâtivement à, à limiter l'innovation à l'innovation dite, ouvrez les guillemets, digitale, fermez les guillemets. Bon, c'est tant est qu'on sache exactement ce que veut dire, ouvrez les guillemets, digital, fermez les guillemets, digital. Moi, j'ai toujours un peu de mal avec avec ce terme, même si on en fait et que j'enseigne dans un master qui s'appelle comme ça, parce que c'est le nom qu'on lui donne. Mais bon, il y a l'innovation, ça ne s'arrête pas là. L'innovation, on en trouve partout, notamment dans des domaines insoupçonnés, dans le paquet de chips que tu vas manger ce soir, dans la fabrication du Ricard que tu vas boire en mangeant en mangeant tes chips, etc. Euh, et même d'ailleurs, souvent, dans les produits de grande consommation, l'innovation est même encore plus importante, dans les produits industriels de ce genre, c'est simplement qu'on ne la voit pas. En tant que, en- voilà. Alors la technologie, c'est plus simple, parce que on voit l'innovation, on peut la toucher, puisque c'est quelque chose qui est assez évident. Le produit est de l'innovation, enfin c'est plus ou moins vrai. Enfin, c'est quand même, la relation est quand même plus directe, voilà. Mais on n'a pas forcément la bonne impression, à savoir que on a sans doute un peu faussement l'impression que l'innovation refait les, les guillemets digitales, c'est quelque chose qui est nettement en avance sur le reste du temps, et je ne suis pas complètement persuadé. Donc c'est pour moi quelque chose de très important parce que l'amélioration continue, elle est essentielle, pas seulement encore une fois sur la technologie, mais sur le service, sur l'expérience client. Voilà. Donc c'est qui n'innove pas recule. Après, celui qui innove bien n'est pas forcément celui qui en parle le plus, et c'est celui qui en fait le plus. D'ailleurs, moi, comme je suis un peu timide comme garçon, j'aime bien ça, quoi. J'aime bien faire les choses sur le terrain, pas trop me poser de questions, pas trop regarder ce qui se fait autour. Je regarde après, parce que j'essaye d'améliorer les choses, tout le temps améliorer les choses. Ça devrait être l'obsession d'ailleurs de tout le monde. Voilà. Pas toujours facile à faire, surtout quand on est chef d'entreprise et qu'on a la tête dans le guidon, c'est pas toujours facile. Mais bon, que la fonction d'innovation, bah, elle est centrale. Centrale parce que sans innovation, si on fait toujours pareil, ben, au bout d'un moment, comme j'ai dit, qui n'avance pas, recule, on finit par être dépassé. Dépassé pour ses clients, dépassé par ses concurrents, dépassé pour son marché. Donc essentiel, et en même temps, il faut lui donner une place, enfin la place qu'elle mérite, avec beaucoup d'humilité, hein, et puis en faire, et puis pas trop en parler. Voilà, si on peut. Aujourd'hui, je pense que avoir, je dirais, les publications, on en parle beaucoup et on en fait relativement peu, en fait. Je connais depuis un certain nombre d'années et j'ai pu observer que la relation que tu as avec l'innovation est pour toi, c'est une démarche de facilitation et d'accompagnement Mhm. des équipes, des Ouais. dirigeants, et tu as cette capacité à pousser les portes Mhm. vers l'incertain, vers l'inconnu, vers l'inattendu.
Oui. Et c'est le sujet aussi qui nous réunit pour Oui. cette interview. Mhm. Est-ce que tu peux me dire quelle est la place que tu réserves à l'inattendu dans ton quotidien? Tu connais la phrase de Shakespeare, Always the unexpected happens. Toujours l'inattendu arrive. D'ailleurs, c'est un, c'est un livre de Mauroy, euh, qui est un peu passé de mode, mais bon, c'est un super bouquin. Euh, L'inattendu, bah, c'est quelque chose d'essentiel en innovation. Bah, je dirais, on, on avance, on apprend à marcher en marchant, comme disait notre ancien directeur du conseil chez Unisys. Et il nous a appris à travailler comme ça. J'ai beaucoup appris d'ailleurs avec lui, il s'appelait Henri Egea. Il est malheureusement décédé maintenant. Et c'est quelqu'un qui nous a appris beaucoup à travailler dans, dans les méthodes. En fait, il avait calqué son travail sur la méthode d'Edgar Morin, qui est résumée dans un tout petit bouquin. Enfin, c'est celui qui est lisible, parce qu'il y a il y a le discours, la méthode de Morin qui est un peu, qui est un petit peu difficile. Mais celui qu'il faut lire, c'est l'introduction à la pensée complexe. Voilà. Et dans son introduction à la pensée complexe, il intègre l'incertitude, il intègre et il intègre aussi quelque chose que j'aime beaucoup, qu'il appelle la dialogique. C'est la logique des contraires. C'est-à-dire, souvent, par schématiquement, on aime bien opposer le blanc et le noir. Voilà, les choses sont blanches, les choses sont noires. Et ce que j'aime bien avec Edgar Morin, c'est qu'il t'oblige à regarder les choses en demandant et si les choses étaient blanches et noires. C'est très intéressant. D'ailleurs, c'est l'essence de la négociation. Les choses sont toujours blanches et noires. L'innovation, c'est un peu comme une négociation. Une négociation entre le présent et le futur. Voilà. Donc l'incertitude, elle est toujours là. Elle est toujours là parce qu'en fait, on ne sait pas comment on va améliorer les choses. Et moi c'est comme ça que j'aime bien travailler d'ailleurs. Je pense que c'est comme ça qu'on innove bien, c'est en se posant pas de questions. C'est un peu la même chose que le vendeur. Alors ça ne veut pas dire que le vendeur ne se pose pas de questions, ça ne veut pas dire que l'innovateur ne se pose pas de questions, parce que forcément il doute beaucoup. Mais il fonce dans l'inattendu, parce que s'il fonce pas dans l'inattendu, il va commencer à ratiociner, à dire ah, qu'est-ce qui se passerait si je faisais ci, si je faisais ça, et si je faisais pas ci, si je faisais pas ça. Donc il ne se passe jamais rien. Parce que comme on est en train de réfléchir, et Dieu sait que j'ai vu ça dans les entreprises où on allait innover, et 6 ans après, on était encore en train d'innover, et 10 ans après, on était toujours en train d'innover, puis finalement, on n'avait jamais innové. Donc celui qui est l'innovateur, c'est celui qui fait les choses, et qui ne se pose pas trop de questions, et qui fonce dans l'inattendu, et qui trie derrière. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il fait n'importe quoi sans réfléchir, hein, attention. Hein. C'est plus subtil que ça. Il est capable de s'abstraire de la réflexion pendant un temps. Voilà. Je pense que l'action est désinhibante et l'action est structurante. Comme disait toujours Egea, il disait d'apprendre à marcher en marchant, c'est frapper au coin du bon sens. On n'apprend pas à marcher. On apprend à marcher en tombant. Et l'innovateur, il fait ça. Ces dernières années, on t'a vu apparaître dans l'écosystème de Grenoble École de Management, où tu diriges un master, tu pourras nous en dire quelques mots. Alors la dernière question que je souhaite te poser et qui peut intéresser les personnes qui regarderont cette vidéo, c'est comment peut-on former la jeune génération à gérer l'inattendu? Ah oui. Alors en fait, effectivement, je suis directeur de programme à Grenoble École de Management depuis 3 ans maintenant. Et je dirige le master de stratégie digitale en anglais, qui se tient à Paris d'ailleurs, et qui est international. Et dans ce master, en fait, on a mis en place des principes pédagogiques que je n'ai pas inventés. Hein, ce n'est pas moi qui les ai inventés, c'est l'école qui a inventé un concept qui s'appelle le GEM Learning Model. Et dans ce GEM Learning Model, ils incluent justement l'inattendu. Donc ça va être et d'ailleurs, je pense que dans le schéma que j'avais repris, parce que je l'ai traduit en anglais pour mes élèves, et dedans j'ai remis la phrase Always the unexpected happens. Donc effectivement, on fait beaucoup d'essais et d'erreurs,
et on fait faire beaucoup d'essais d'erreurs aux élèves. En fait, ils font pas beaucoup d'erreurs. En fait, c'est ça qui est assez étonnant. C'est que, tu vois, je vais donner un exemple. Je fais un cours sur le content marketing. C'est un peu logique pour moi. Et ben, je leur fais pas de cours. Ils n'ont pas de cours. Ils font du content marketing et ils alimentent un blog qui s'appelle digitalmeup.com, qu'ils ont d'ailleurs nommé eux-mêmes. C'est les élèves d'il y a 3-4 ans qui ont choisi le nom du blog, qu'ils alimentent de leur contenu. Et d'ailleurs, c'est eux qui sont chargés de la publication. Je n'y mets pas les mains. D'abord, j'ai pas le temps et ensuite, c'est à eux de le faire. Donc, ils apprennent tout seuls. On n'a pas. Alors, quand il y a une question, on répond, bien entendu. Mais justement, la question, elle vient et c'est là qu'on peut enseigner beaucoup mieux. C'est que la question vient au moment où on en a besoin. Et ce qui n'est pas. Qui est très différent d'éditer 352 slides qui arrivent dans un ordre qui a été pensé par quelqu'un, mais qui n'est pas forcément l'ordre de l'élève et de ce qu'il attend, et encore moins celui des 35 élèves en même temps, parce que chaque élève a un parcours différent, et des compétences différentes. Il y en a qui n'ont même pas de questions, parce qu'ils comprennent tout de suite où ils font ça déjà, et puis d'autres qui sont plus à la ramasse, et c'est un peu normal qu'ils aient les questions. Donc chacun a sa façon d'apprendre à son rythme, et donc en fait ils adorent ce truc-là parce que jamais j'ai de questions dessus, jamais personne ne râle, au contraire ils sont tous fiers d'écrire là-dedans, alors que bon, ça pourrait être considéré comme un exercice rasoir en fait ils sont passionnés parce qu'en fait ils choisissent eux-mêmes leur thème, personne ne leur casse les pieds, ils se débrouillent tout seuls comme des grands. J'ai rien prévu, j'ai rien planifié, et ça marche comme du papier à musique depuis 4 ans. J'ai rien à faire. Enfin, j'ai rien à faire. J'ai un boulot de chien avec ce truc-là, c'est 10% de mon temps, parce qu'il faut que je passe mon temps à corriger. Donc, on fait beaucoup d'annotations, la grammaire, les conseils, etc. Bon, ça pourrait être encore amélioré d'ailleurs, et c'est là que J'aime Learning Model arrive, c'est que on sait que ça sera jamais parfait. Donc on continue d'améliorer, on change. J'imagine des choses peut-être l'année prochaine, peut-être plus de peer-to-peer, où je demande, plutôt que de me casser les pieds à corriger la grammaire, de demander aux ceux qui sont bons en grammaire de corriger la grammaire de ceux qui sont moins bons, enfin, etc., etc. De faire peut-être du bartering, tu vois, celui qui est moins bon en grammaire va peut-être filer un coup de main à l'autre qui est moins bon en vidéo, enfin je sais pas, il faut que je trouve un système. Donc j'ai encore 3 mois là, pour réfléchir à ça. Mais voilà, ça du coup c'est devenu Digital Me Up est devenu un élément central de ce master qui sert aussi à vendre, parce que les élèves se vendent le coup aussi en fonction de ce qu'ils voient, de ce qu'ont fait les autres élèves, parce que ça donne aussi une image des compétences qu'ils acquièrent. Et voilà, et donc il y a beaucoup d'apprentissage par soi-même, et nous on est de plus dans un rôle d'accompagnement, et aussi on les accompagne pour trouver des jobs, pour aller se positionner par rapport aux entreprises, pour aller... Voilà, c'est très important, plus important que de faire du slide. Et ils apprennent beaucoup par eux-mêmes. Et alors bon, ça on l'a un peu répliqué dans tous les cours. Partout dans les cours on essaye d'inverser l'apprentissage en faisant découvrir à l'élève lui-même par sa pratique. Voilà. Si je retiens au travers de ce que tu nous as dit sur la manière, sur ta façon d'enseigner et d'intervenir dans le cadre du master, et sur la manière d'accepter l'incertitude, c'est de mettre en confiance les étudiants, Oui. de pratiquer la découverte par soi-même Oui. au travers du test and learn, Ouais. et finalement de travailler au travers de ces exercices sa capacité d'adaptation, et puis de rester assez neutre finalement à l'environnement et aux choses qui arrivent, et de s'adapter de s'adapter aux situations qui se présentent à soi. Voilà, toujours s'adapter. Oui. C'est ce qui est pas la qualité la plus naturelle de l'être humain. Ce qui est d'ailleurs pour cela qu'on parle de transformation digitale, sinon on n'aurait pas besoin d'en parler. Il n'y a pas de transformation digitale, ça n'existe pas. Mais bon, il y a peut-être une transformation avec des outils digitaux, mais ça c'est autre chose. Mais
voilà, changer sa façon de travailler, c'est quelque chose qui est difficile. Et ton mot de la fin sur l'inattendu? Euh, le mot de la fin, pour moi, c'est l'inattendu. Je dirais que l'on le veuille ou non, il arrive. Et on imagine faussement, toujours pareil, peut-être à cause du fait qu'on est dans une société de l'hypercommunication, on a l'impression qu'il y a plus d'inattendus aujourd'hui qu'avant. Je ne sais pas d'où on sort ça, hein, des gens qui n'ont jamais lu l'histoire sans doute. C'est d'imaginer la période entre 1800 et 1848. Imagine le nombre de révolutions. Hein, enfin 1789 plutôt. Le nombre de révolutions, le nombre de changements de gouvernement, le nombre de changements enfin, la transformation du pays aussi, avec le début de la transformation avec la révolution industrielle. Pouf. Alors là, le nombre de guerres, hein, le nombre de morts, c'est effrayant, quoi. Et non, je pense qu'on est au contraire dans une période d'hyperstabilité. D'hyperstabilité qui est peut-être qui est angoissant justement, c'est cette hyperstabilité parce que on se demande que peut-être qu'un jour on va la perdre. Comme ça fait 70 ans qu'on la vit, en même temps c'est aussi une hyperstabilité instable. Enfin, il se passe toujours à la frange des choses un peu inquiétantes. À la frange ou pas à la frange d'ailleurs, ou un peu plus loin. Mais, mais bon, enfin, cette période de stabilité, elle est très propice justement au développement du commerce, au développement de plein de choses. Voilà. Mais en même temps aussi, elle a un inconvénient, c'est elle nous rend paresseux. Et donc du coup, on n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, une période particulièrement créative. Encore une fois, le 19e siècle est remarquable pour ça, c'est une période excessivement troublée, à la fois d'un point de vue social, d'un point de vue historique, d'un point de vue militaire. Et pourtant, c'est des périodes de grande richesse culturelle, architecturale, scientifique. Enfin bon. Et voilà, donc cet inattendu, c'est une chance pour nous. Et c'est pas, Merci on Yann. n'en a pas plus qu'avant. Voilà. Merci Yann pour ton temps, Je t'en pour prie. ton retour d'expérience et c'est les réponses très intéressantes que tu nous as apportées et qui nous apprendront à mieux gérer l'inattendu dans la vie de tous les jours. Parfait. Bah oui, gérer l'inattendu, c'est la vie en fait. Voilà. Merci. Allez, à bientôt.